Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être à Marseille aujourd'hui avec Emma pour poursuivre notre série de témoignages autour du TOC. Et donc Emma, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter et nous dire qui tu es? Ouais. Moi c'est Emma, j'ai 27 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis originaire de la région de Tourangelle et actuellement à la recherche d'un emploi et actuellement engagée dans le processus de guérison, on va dire, de prendre soin de moi, etc. Très bien. Je précise qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. J'avais trouvé ton témoignage très fort et je t'avais demandé si tu accepterais de témoigner et tu as accepté, donc je t'en remercie. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire finalement comment les TOC ont commencé pour toi, à quel âge, dans quel contexte, comment ça a démarré? Alors, aussi loin que je peux me rappeler, j'avais un tempérament assez anxieux, indécis depuis toute petite. On va dire aux environs entre 6 et 10 ans, j'ai des souvenirs de moi qui a peur de faire une erreur. À chaque choix qu'il faut faire, des choix même basiques, choisir un plat au restaurant, une couleur de bonbons, c'était vraiment très compliqué, il y avait un fort enjeu derrière. Et je pense que petit à petit, suite à des événements de vie, des chocs émotionnels, le TOC a pris du terrain. Et la vraie sonnette d'alarme, c'est ce qui m'a vraiment fait penser que c'était fou, pas le TOC parce que je ne savais pas ce que c'était, mais une sorte de folie. C'est quand j'ai commencé à avoir des phobies d'impulsion à caractère agressif, sexuel, quand j'étais adolescente. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a frappée, ce qui m'a choquée. Ce qui t'a alerté, mais oui. Tu dirais qu'avant, tu avais, on va dire, un terreau un peu anxieux qui a favorisé le TOC. Il y a eu des premiers TOC, finalement, tu te daterais à quel âge tu dirais que tu as commencé à avoir des TOC? Et je parle pas forcément là, des phobies d'impulsion qui t'ont fait prendre conscience, mais voilà, tu dirais que ça a commencé véritablement à devenir pathologique à partir de quand? À peu près. Ouais. Après, c'est toute la question de pathologique, parce que dans le TOC, on dit que c'est un trouble à partir, ça prend 1 à 3 heures par jour, etc. Et ça, je pourrais pas, je ne m'en souviens pas. Mais je dirais que la peur de l'erreur est vraiment très très angoissante avec compulsion, vérification. Je dirais que c'est aux alentours de 7 ans. D'accord. Et tu as parlé des phobies d'impulsion, mais c'était aussi du coup des obsessions d'erreur avec des vérifications. Ça ressemblait à quoi ton quotidien quand tu as commencé à avoir des TOC? Alors c'était vraiment la peur de choisir, c'était presque devenu un trait de personnalité, parce que bien sûr on ne savait pas que c'était pathologique, donc dans ma famille, Emma, celle qui ne sait pas choisir, c'est presque drôle quoi, parce qu'il y a un côté tellement irrationnel, que quand on ne sait pas ce que c'est, ça paraît loufoque en fait. Donc je suis devant une boîte de bonbons terrible, il y a 30 sortes de bonbons, 7 couleurs de bonbons, il faut choisir le bon bonbon qui va me faire plaisir, qui sera le bon bonbon que je ne vais pas regretter, etc. Donc, déjà là, dans un choix minime, il y avait un enjeu extraordinaire derrière pour moi. Et quand ça a pris véritablement de l'ampleur, tu disais que ton entourage ne comprenait pas ce que tu avais, mais peut-être que toi non plus. Quand tu ne sais pas ce qu'est un TOC, tu vois quand même qu'il y a un mal-être, qu'il y a une souffrance, mais ton entourage n'en avait pas conscience non plus. Non, parce que moi-même, je ne savais pas mettre des mots sur cette anxiété qui m'habitait. Je voyais là qu'il y avait quelque chose de fort qui me poussait à bien réfléchir, à vouloir faire le bon choix. Et ce n'était pas pour tous les choix aussi. Donc il y avait vraiment ce côté de la nourriture. Donc, je ne sais pas pourquoi, s'il faut choisir un plat au restaurant, s'il faut choisir une glace chez les grands-parents. Voilà, donc c'est surtout ça qui revenait. Emma va encore prendre 30 ans devant la carte, devant le menu au restaurant. C'était comme un trait de personnalité. Ouais, alors que c'en est pas un. C'est pas. Alors que c'en est pas un du tout, c'est juste de l'anxiété et qui se transforme en TOC, ça devient pathologique. Mais vraiment, de base, je pense qu'être angoissé à l'idée de choisir telle ou telle couleur, ça prédispose, c'est des signes avant-coureurs. Voilà, c'est ça. Et donc tu nous as dit, le moment où tu sens qu'il y a un basculement, c'est à l'adolescence avec ce que tu as appelé les phobies d'impulsion. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on en parle relativement peu, en quelques mots, ce que c'est qu'une phobie d'impulsion et comment tu l'as vécu? Alors, comment je la définirais, comment j'en parlerai, c'est un TOC dont les obsessions et les compulsions sont cognitives. Donc c'est quelque chose qui est profondément irrationnel dans le thème,
qui fait très peur, qui, on va dire, porte atteinte à des valeurs extrêmement importantes pour nous, qui procurent beaucoup de honte, de culpabilité, de solitude, parce que c'est des thèmes tellement presque tabous, j'ai envie de dire, qui a trait au meurtre, à la pédophilie, et encore plein de thèmes qui font partie des phobies d'impulsion. C'est très difficile d'en parler. Donc moi, de mon expérience, parce que c'est tabou, voilà. Et on n'a pas envie, on ne sait pas ce que c'est. Si encore on savait que c'était un TOC, une phobie d'impulsion, on pourrait dire, voilà, c'est ce que j'ai. En l'occurrence, très difficile de dire à quelqu'un, j'ai des pensées qui me font douter de ma propre personnalité, de mes valeurs, de valeurs quasi universelles, d'interdits, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Moi en tout cas j'ai gardé pour moi pendant très longtemps parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était, aucune idée. Je doutais vraiment de moi, de ma folie. Voilà, le doute m'habitait, comme c'est le principe du TOC. Donc ça a duré très longtemps. Et c'est vraiment cette douleur intérieure, parce qu'on garde tout pour soi. On obsède, on garde pour soi. Les compulsions, elles sont cognitives, donc elles deviennent aussi très automatiques. Donc c'est vraiment être tourmenté, mais d'une manière vraiment très douloureuse pour soi, parce que ça touche son identité. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions à te poser. C'est vraiment ces phobies d'impulsion. Elles arrivent du jour au lendemain. Est-ce que tu as parlé, je ne sais pas si c'était ton cas, mais de phobie d'impulsion à caractère pédophile? C'est vraiment du jour au lendemain, tu as cette pensée qui arrive une fois, elle s'ancre, elle ne part pas, ou tu as des petites erreurs? Comment ça arrive? Ça, je ne sais pas trop. C'est comme le fait de dater mon TOC, enfin le début du TOC pendant l'enfance. C'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi beaucoup plus tard lors de mon processus vraiment de soins. Moi, je date le début de la phobie d'impulsion vraiment à l'adolescence. J'ai cette image de moi. Ça arrive le soir, ça arrive avant de dormir, et c'est des images vraiment abominables qui me terrifient et qui n'arrivent pas à s'arrêter. En fait, tous les soirs, c'est la même rengaine. C'est parce que c'est vraiment très. Ça saute aux yeux, c'est inhabituel et que c'est vraiment très irrationnel. Et j'imagine que tu as une angoisse très forte en plus, parce que c'est les images dont tu parles, c'est des images où tu t'imagines toi-même en train de faire quelque chose de répréhensible. C'est ça véritablement les obsessions dans le cadre d'une... Ça dépend. Ça dépend. Les images, elles peuvent se transformer. Le contenu, il peut être vraiment très divers. Alors c'est une image, c'est même pas quelque chose qu'on peut représenter, c'est une sensation qui nous vient et on sait que c'est cette chose intrusive, c'est ce thème intrusif. Voilà. Et du coup, la compulsion, parce que là on comprend bien ces obsessions qui viennent t'assaillir le soir avant de dormir. Tu disais la compulsion elle est mentale, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour essayer de chasser ces pensées qui sont insupportables en fait? Donc ce dont je me rappelle, c'est de chercher à comprendre, c'est d'intellectualiser pour pouvoir dire ah, ça vient de là, c'est pour ça que je pense ça, et donc tout va bien, ça s'explique. Donc voilà, donc c'est vraiment de la rumination. D'accord, c'est des compulsions de rumination. Oui. D'accord. De rumination, de vraiment discuter avec ses pensées pour espérer pouvoir affaiblir l'impact qu'elle a sur nous. Et l'angoisse. Voilà. Et je ne sais pas si tu as des souvenirs précis, mais ça pouvait t'angoisser combien de temps là, quand tu racontes? C'est le soir, du coup, c'était passé quoi? C'était 1 heure avant de se calmer, 2 heures ou davantage? Je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était pas, je pense, moins d'1 heure. Ouais. Après, quand ça a pris beaucoup d'importance dans mes pensées, dans mes émotions. Et donc après, ça a glissé et c'est rentré dans ma vie. Donc après, c'était plus que le soir. Ouais. C'était des questions dans la journée, c'était si j'étais en présence d'humains qui étaient, on va dire, qui étaient objets de ce thème-là. Voilà. Et donc ça, en fait, ça a grandi. Ça s'aggrave, ça prend de plus en plus de place. L'angoisse s'aggrave et les objets se transforment.
Donc ça prend du terrain. Et donc ça rend encore plus fou. Tu disais que c'est évidemment difficile d'en parler parce que c'est très tabou. À ce moment-là, donc quand ça commence à se développer, à prendre de la place, quelle est l'image que tu as de toi-même? Tu te considères, tu as parlé plusieurs fois de folie, mais oui. Est-ce que, je ne sais pas si on reste sur l'image de la pédophilie, est-ce que tu te dis que finalement tu es pédophile ou meurtrière ou je ne sais quoi? Il y a plusieurs types de... quelle est la représentation que tu as de toi-même à ce moment-là? Je ne comprends pas. Ça ne fait pas partie des schémas, des normes auxquelles j'ai été exposée. Quand on pense à la morale, chose irrépréhensible, comment des personnes deviennent des adolescents ou des adultes qui se trouvent voir cette maladie de vouloir faire du mal, d'avoir envie de faire du mal, on n'imagine pas que ça peut arriver à soi. Et pourtant, c'est bien un toc, c'est pas ce que je viens de dire, mais on en doute. Donc une incompréhension, mais on fait toujours le choix de douter, parce que c'est trop difficile de dire oui, c'est moi, je suis cette personne-là, horrible, ce monstre. En même temps, on doute, donc on ne peut pas dire non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc un coup on y croit, un coup on n'y croit pas, un coup on y croit, et c'est ce tourment-là en fait qui est vraiment intolérable. Finalement, est-ce que à ce moment-là, quand même, le mot TOC, tu l'as en tête ou pas du tout à ce moment-là? Pas du tout, c'est absolument pas ce que c'est. Et je l'apprends assez tard. Alors on va y venir. Et finalement, quelles ont été les conséquences? Parce que c'est important, je crois, de faire entendre aux gens l'impact de ces pensées-là, de ces compulsions, de ce schéma de pensée. C'est quoi les conséquences de ton TOC dans ta vie? Dans ma vie, alors ça dépend desquels on parle. Ceux qui étaient les plus présents, ça va être des soucis au profit des relations sociales, un certain isolement, une certaine déprime qui grandit face aux situations qui deviennent intolérables parce que ces objets phobiques, ces pensées intrusives se présentent à soi, qu'on ne comprend pas. Culpabiliser de penser à ça, de perdre un moment présent, être très triste à l'idée de se projeter dans une vie où on pense que ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce que c'est, une sorte de gouffre en fait, qui change le quotidien en fait. Ça se développe comme ça, cette aggravation, pendant combien de temps, de mois ou d'années? Parce que là, on a parlé du point de départ à l'adolescence. Finalement, sur combien de temps ça s'est étalé? Parce que maintenant que j'y repense, je pense que je peux noter le début, même un peu plus précisément. Et avant l'adolescence, mais après 10 ans, c'est que je doutais fortement de la réalité. Et donc, ma compulsion, c'était de vérifier si c'était bien dans la réalité. Donc, je vérifiais ce que je ressentais, je plissais les yeux. Quand je suis même allée jusqu'à prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo pour me dire mais est-ce que c'est mes yeux qui me portent préjudice ou est-ce que je suis vraiment pas dans la réalité? J'avais vraiment une sensation de plénitude, de déréalisation. En même temps, suite à un choc émotionnel, c'est possible aussi de se sentir en dehors de la réalité. Donc, mais en fait, c'est le même processus, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait de cette angoisse, de cette peur? On veut absolument l'affaiblir. Oui, la neutraliser. On ne peut pas vivre avec l'angoisse. Exactement. Et trouver une raison. Ah mais c'était que ça. C'était que parce que la vue qui baisse. Ah bah d'accord. Alors ça, je pense que le sentiment de soulagement que ça peut procurer, d'avoir vraiment une réponse définitive, je pense que c'est ce qu'on cherche tous. Et en fait, comme c'est un TOC, ça n'arrive pas. Non. Il y a toujours une part de doute qui est insupportable et qui se retrouve dans toutes les formes de TOC. On parle des phobies d'inconscient. Mais finalement, c'est aussi des compulsions mentales mais qui sont liées à des formes de vérification, c'est-à-dire de réassurance, plutôt de t'assurer que tu es bien dans la réalité. Exactement. Mais de tout, quoi. Par tous les moyens, mon cerveau, je me dis, il faut qu'il retourne dans tous les sens et je vais trouver la solution.
Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, ça prend de plus en plus de place et ça s'aggrave comme tu veux. Alors finalement, quel est, dans ce parcours que tu décris, là, qui est pour l'instant voilà, assez troublant, quel est le point d'inflexion? C'est-à-dire à quel moment, parce que je raconte un peu la fin, mais c'est plutôt un bon exemple enfin, de courage et de chemin thérapeutique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis stop au TOC et que tu démarres finalement une démarche thérapeutique? Comment est-ce que tu arrives à cette prise de conscience et que tu te mets finalement sur les rails du rétablissement? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment, en tout cas dans mon cas, si je peux dire qu'il y a un moment précis, parce qu'il y a quand même le fait que je suis introduit par les réseaux sociaux à ce mot-là, donc en anglais OCD, et Pure O pour Pure obsession. l'intuition, c'est ça. Avec voilà, ces pages Instagram de prévention, qui a des petits dessins, donc on comprend bien ce qui se passe. Et là, je me dis, c'est quand même. C'est ouais, moi, quoi. Tu te reconnais en fait. Je me reconnais et énormément. Et c'est là, donc finalement, c'est l'information qui est venue à toi par les réseaux sociaux. C'est pas toi qui as fait la démarche active. Voilà, et donc en voyant ces informations-là, c'est là que tu t'es reconnu. Je me suis reconnue, mais je doute encore. Parce qu'avec ces stigmates sur la santé mentale, c'est pas moi, je peux pas être mal, je peux pas avoir un trouble, c'est les autres, c'est pas possible. Parce que dans ma vie, j'arrive quand même à accomplir des choses qui pour moi ne peuvent pas être compatibles avec le fait d'avoir un trouble mental, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est vraiment le trouble mental. Donc je doute encore. Parce que aussi, c'est la maladie du doute, comme on dit. Donc même quand c'est pas vraiment un top, on peut douter de plein de choses. Donc après il y a ça, donc ça fermente. Mais est-ce que d'une certaine manière ça te rassure? Parce que tu te dis, alors même si tu dis qu'il y a quand même du doute, tu dis mais finalement, j'imagine, c'est un peu comme ça, c'est que je l'avais vécu dans mon propre cas, et bon finalement je sais ce que c'est, je suis pas fou, alors il y a quand même un problème qui s'appelle le TOC, mais c'est pas de la folie, et est-ce que tu as eu quand même quelque part cette réaction? Pas du tout. Non. Je répondais assez vite au doute par moi c'est différent. Moi c'est pas ça, c'est pas possible. Comme s'il fallait absolument que ce soit de la folie, que ce soit irrationnel, que ce soit moi le problème en fait. Je pense qu'il y avait un terreau assez fertile pour la culpabilité. Mais tu penses que c'est le TOC lui-même qui te dictait cette réponse de culpabilité? Oui, non, c'était une époque aussi où j'étais très 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 déprimée, voire dépressive je pense, donc c'est un peu de tout en fait. Où tu vois tout en noir, tu es porté, et donc finalement de découvrir l'univers, même le mot de TOC, aussi dit en anglais, c'est pas ça qui fait le point de bascule. Là c'est la première étape. Alors, du coup, quelle a été la suite du parcours? La suite du parcours, c'est que je fais une thérapie analytique avec un médecin, donc un médecin psychiatre à la base, qui évoque ce mot-là, folie d'intuition. Pendant 2 ans, on ne le réutilisera quasiment pas, parce que le principe de la thérapie analytique, c'est qu'on ne pose pas de diagnostic et que l'analyste, je sais pas si c'est ça, psychanalyste, est très... comment dire, ne parle pas beaucoup, je crois, en tout cas dans mon cas, et du coup me laisser ruminer. En fait, chaque séance c'était de la réassurance, de la rumination, donc à chaque fois je chantais, je me disais ah ça va mieux, mais en fait ça s'arrêtait jamais parce que en fait c'était un TOC et que le TOC, en tout cas ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça se traite pas par rapport à la psychanalyse. À la psychanalyse, qu'est-ce qui t'avait amené justement à faire une thérapie analytique? Alors, je ne savais pas au début. En fait, je ne savais pas vraiment qu'il y avait plusieurs types de thérapies. Moi, je disais que j'avais un psy. Voilà, c'était juste l'échappatoire. Enfin, l'échappatoire, c'était la seule solution. Je ne vais pas bien, c'est terrible. Donc, il faut que je me fasse aider par quelqu'un, un professionnel. Et forcément, comme je ne sais toujours pas que c'est un TOC, en fait, parce qu'on me dit phobie d'intuition, Pure O, on me dit c'est ça ressemble, mais je ne sais toujours pas qu'il y a le trouble obsessionnel compulsif. Donc, je suis encore dans une sorte de tourment par rapport à l'étiquette qu'on pourrait poser, le diagnostic qu'il pourrait y avoir. Ça, je me dis, non, c'est pas moi.
Mais du coup, donc tu fais pendant 2 ans cette thérapie analytique qui ne règle pas vraiment le problème. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, mais sans avoir rien du tout contre la psychanalyse, c'est pas le traitement qui est recommandé en première intention, qui montre une efficacité contre le TOC, mais du coup ça dure 2 ans. Le problème n'est pas réglé. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, j'essaie de changer de vie. Je me dis, c'est moi qui vais pas bien, c'est mon environnement, c'est mes études, c'est là où je vis. Donc je fuis, je pars. C'est-à-dire que je suis allée à Paris, après je suis allée à New York, je suis revenue à Tours dans ma région natale. Donc là je me suis dit non, en fait il faut que je parte dans le sud, donc le plus loin possible. En espérant en fait, parce que ne sachant toujours pas que c'est un TOC, en espérant toujours qu'un jour je me réveillerai et que ça disparaisse. Ou que en quelques temps il suffirait vraiment d'une transformation dans ma vie qui dépend de ma volonté et de mon contrôle. Que ça s'éteindrait complètement. Donc c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas, et tu espères justement que ces changements de vie créent justement ce contexte, ce cadre où ça part du jour au lendemain. C'est une erreur, évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est fréquent de se dire qu'en changeant de cadre de vie, ça va partir, que le jour où ce sera grave, on arrivera à faire partir ça tout seul. C'est très rare, malheureusement. Il y en a qui arrivent, mais quand ceux qu'on détoque, on va dire plutôt léger, quand c'est un peu plus lourd, et là, c'est vraiment le cas. Donc là, je me rends compte qu'il y a un schéma répétitif. Où que tu sois, je sois, je vis les mêmes choses, je pense les mêmes choses, j'angoisse de la même manière, c'est les mêmes thèmes, c'est tout pareil. Il serait peut-être temps d'aller voir vers ce sujet le TOC, peut-être que finalement, peut-être, c'est ce qui me concerne. Donc je fais la démarche de prendre un rendez-vous chez un psychiatre pour avoir la réponse. On veut chez le psychiatre, premier rendez-vous, on diagnostique le TOC. Je dis quand même, non, c'est pas un TOC quand même, c'est le professionnel, il sait pas ce qu'il fait, c'est pas moi, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je suis toujours dans le refus. Le TOC remet en doute finalement le diagnostic. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, donc tu as quel âge, ça fait combien de temps que tu as cette souffrance, à peu près, pour te situer? C'était en 2000. À peu près, non, c'est. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, donc en 2022. D'accord, donc ça fait, oui, donc tu avais quand même plusieurs, pas loin de 10 ans de TOC, même plus de 10 ans de TOC. Et il y avait juste une expérience avec un psychanalyste, avec un ou une psychanalyste qui avait pas vraiment fonctionné. Alors j'avais plusieurs expériences avec divers thérapeutes, et puis à chaque fois, ils ne savaient pas ce que c'était, donc moi c'était terrible. Moi je me disais, mais je leur dis ça, c'est quand même des symptômes assez forts, ça correspondait vraiment à un trouble, ils me l'auraient dit, ils devraient le savoir comme c'était thérapeute. En fait, plus tard, après avoir rencontré plusieurs professionnels, je me rends compte que non, il y a des professionnels qui savent et des professionnels qui ne savent pas. Et c'est peut-être l'occasion de dire que le TOC, en premier lieu, c'est plutôt du registre de la psychiatrie pour poser un diagnostic. Et finalement, dans ton cas, illustre une forme d'errance thérapeutique, puisque tu as vu beaucoup de gens qui n'ont pas su identifier le problème et encore moins le traiter. Et ce qui fait encore plus douter, si un professionnel, une personne qui a fait des études, qui connaît la psyché et qui ne décèle rien, ça confirme. Bien sûr, c'est terrible en fait. Alors bon, donc finalement tu vas voir un psychiatre qui confirme le diagnostic. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, à ce moment-là, ça te rassure, ou est-ce que là aussi le TOC remet en doute encore? Le TOC remet en doute. En plus, le psychiatre très frontalement me dit moi je traite aux médicaments, donc c'est la sertraline, et après c'est la TCC. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, mais je prends des médicaments, c'est pas adapté pour moi, voilà. Et puis, je me dis, c'est quand même un peu tout ce qui me reste. Je vois bien que par ma seule volonté, ça marche pas. Il y a quand même un professionnel qui voit quelque chose. Et si je lui faisais confiance, soutenu par ma famille qui me dit, oui, peut-être va voir parce qu'en effet, là, il n'y a rien qui semble marcher. Donc, essaye. Donc, j'essaye un peu à l'aveugle, un peu contre les médicaments par définition, un peu comme beaucoup de gens, on a peur que ça nous abîme encore plus la santé, etc. Et en fait, je les prends et puis je vois que je vais mieux. Là, les antidépresseurs. Les antidépresseurs, voilà. Ça va mieux, ça va mieux. C'est pas extraordinaire, mais disons que c'est vraiment le début du parcours de rétablissement, de maladie.
C'est difficile de dire ce mot-là. Au début, je ne voulais pas l'entendre. Et aujourd'hui, je l'utilise plus forcément. Mais à ce moment-là, de prise en charge psychiatrique. Et alors, juste pour illustrer l'effet des médicaments, tu dis ça va mieux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la journée, tu as moins de pensées. Oui. C'est ça que ça veut dire, ça stabilise. Moins d'angoisse, plus de recul. Arriver de temps en temps, c'est très faible. Se dire, et si, là je vois que d'habitude j'aurais réagi comme ça, là je réagis pas comme ça. Donc c'est vraiment des trucs très très faibles. Fondamentalement, je pense que je passais le même temps et la gêne était la même en termes d'obsession et de compulsion, mais je voyais des micro-changements, ce qui m'a donné un tout petit peu d'espoir. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est beaucoup, hein, quand tu as plus de 10 ans de TOC, de commencer à entrevoir la lumière. Et donc finalement, il y a cette dynamique positive qui commence et je continue, mais je n'ai pas les moyens de me payer une thérapie en TCC. Je profite pour dire que c'est vrai qu'en TCC, au début, on conseille de voir le thérapeute ou la thérapeute une fois par semaine. Ça coûte cher et malheureusement, on arrive au problème de l'accès aux soins que ton cas illustre. Donc, du coup, tu ne fais pas de TCC? Alors, de temps en temps, je me dis, allez, là il faut. Donc, je cherche des professionnels. Je crois que j'ai vu un professionnel en fait, donc j'ai pas cherché beaucoup, mais ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, dans la prise en charge thérapeutique, c'est pas forcément le premier venu, le premier thérapeute expert en TCC avec qui ça va fonctionner, quoi. Il y a un truc de relation. Ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est la confiance. Même si le professionnel est très compétent, si sa tête ne te revient pas, ça ne marchera pas. Exactement. Ou alors l'impression que la personne n'est pas assez experte. Je pense que nous-mêmes, étant les premiers experts de notre maladie, de notre trouble, comme on veut l'appeler, on voit qu'en face, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas exactement de la même chose. Moi, je le vis, je sais exactement les effets que ça me fait. Et en face, j'ai quelqu'un qui me parle de choses un peu sorties d'un livre scolaire. Voilà. Qui peut-être n'a jamais aidé quelqu'un dans mon cas, et donc. Ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Et donc tu as des médicaments qui te font un peu d'effet. Voilà, la TCC, la thérapie comportementale et cognitive, pour les raisons que tu viens de dire, tu n'arrives pas à la mettre en place. Et comment est-ce que ça évolue? Finalement, je vois un peu la limite. Il y a aussi avec le psychiatre des échanges, mais comme j'ai vraiment pour une prescription, c'est 15 minutes, tous les mois. On renouvelle l'ordonnance, on demande comment ça va. Moi, j'essaie de dire le plus de choses dans la séance, mais comme en face, le but n'est pas de soigner par la thérapie, par la parole, je glane quelques informations qui parfois m'aident, mais c'est tout ce que j'ai. Mais je dis quand même, il y a quelque chose qui se passe quand on se confronte à quelqu'un qui connaît vraiment ce trouble-là. Et ça sort un peu n'importe où. Je rencontre quelqu'un qui connaît une clinique spécialisée dans le traitement du TOC, qui est la clinique Lyon Lumière, donc à Lyon, et qui m'en parle. Alors c'était comme ça, on fait ci, on fait ça, et qui de plus a exactement les mêmes symptômes que moi. C'est-à-dire que c'est presque une coïncidence, un signe, on se dit, moi je me suis dit, c'est le moment, en tout cas je pense que j'étais prête parce que j'ai vu quelque chose de très positif. Et donc je me dis, alors quelqu'un qui me ressemble. Et c'est très rare en tout cas dans mon cas, de rencontrer des gens qui parlent de leur phobie d'impulsion, parce que comme j'ai dit, c'est tabou. Qui a le même âge, donc c'est une femme aussi, donc il y a vraiment quelque chose. Oui, de presque prophétique. Exactement, voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Et ça illustre d'ailleurs l'intérêt de libérer la parole et ce qu'on est en train de faire là, parce que finalement l'impact que cette personne ait sur toi, l'objectif de la vidéo, c'est que toi tu aies le même impact sur d'autres personnes qui pourraient vivre, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et donc, du coup tu entends parler de Lyon Lumière. Et j'entends tous ces bienfaits, et là étant dans une période où alors j'ai pas vraiment, c'est pas que j'ai pas d'emploi, mais je fais des petits contrats, etc. Je suis pas vraiment insérée dans le marché du travail, je développe pas ma carrière, etc. Donc j'y réfléchis, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de tenter.
Je lui ai donné mon dossier d'admission, j'ai proposé mon dossier d'admission et on va voir ce qui se passe par la suite. Ça se trouve, je me disais encore ça, non c'est pas pour moi, on va me dire que moi c'est vraiment n'importe quoi, que moi c'est juste des petits symptômes comme ça et tout. Premier rendez-vous en visio avec un psychiatre de là-bas pour voir si on valide ou pas l'admission. Le médecin me dit « Ah oui, c'est bien un TOC » et puis on l'évalue modéré à sévère. Donc là, le choc, ça vient confirmer ce que d'autres professionnels m'ont dit. Oui, ce que le psychiatre notamment avait dit. Voilà. Et l'espoir, je me dis « Ah bon, donc ok, mais cette personne me rassure, me dit que là-bas, il y a des soins adaptés, qu'ils ont l'habitude de ces cas-là, qu'il n'y a aucun problème, que je suis au bon endroit. » Et je vois par mes recherches que c'est une des seules, voire la seule clinique en France qui est connue pour traiter efficacement le TOC. Alors c'est pas la seule, mais c'est la plus réputée. Okay. C'est aussi la plus demandée. Et alors justement, tu parlais de faire un dossier d'admission, c'est compliqué à faire. C'est pas compliqué. Il suffit de quoi? On va sur le site internet, c'est ça, et on voit le dossier qui vont constituer. Exactement, il y a un document de 2 pages. Qu'on peut imprimer et qu'on remplit avec les informations personnelles. On écrit un peu sur le trouble, les conséquences que ça a dans notre vie et il y a un encart. D'ailleurs, je me demande si c'est pas tout le dossier qui doit être rempli par un médecin, mais en tout cas, à un moment donné, il y a le médecin, soit médecin psychiatre ou soit médecin généraliste, qui donne son avis, qui explique pourquoi il les envoie cette personne vers Lyon-Lumière. Et suite à ça, tu as un entretien avec le personnel qui vérifie que tu es admissible, entre guillemets. Voilà. Et là, en l'occurrence, ils disent que c'est le cas. Voilà. Et du coup, ils acceptent ton admission. C'est OK. De leur côté, c'est OK. Mais il y a le problème de la liste d'attente. Donc, ils l'annoncent tout de suite. Ils disent alors, c'est très demandé. En moyenne, un séjour, c'est 2 mois. Vous êtes, je sais pas, 40e sur la liste. C'est peut-être pas le chiffre exact, mais c'est pas non plus très loin parce qu'il y a vraiment une très longue liste d'attente. Et donc, ça nous fait rentrer en tel mois. Je me dis donc c'est loin quand même. Ils te disent, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils te disent ce sera, vu que vous êtes 40e, ce sera dans. Environ, voilà, c'est-à-dire qu'on peut compter à peu près parce qu'il y a des gens qui vont se désister, il y a des gens qui vont finalement, qui peuvent plus à ce moment-là, donc qui en fait, dès qu'on leur proposera un créneau, il faut se désister. Donc on va monter dans la liste et petit à petit, hop, c'est moi qui suis tout en haut. Donc ça, c'est à peu près à tel moment de l'année. Donc je dis ok, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire visiblement. Je vois pas d'autres moyens de le faire. Je me dis qu'il faut frapper fort parce que de toute façon, je peux pas me permettre financièrement. Alors, c'est compliqué, c'est paradoxal parce qu'on va parler du coût de la clinique. Mais je ne vois pas 2 ans faire de la TCC et je me dis mais en fait c'est trop long, là je dois guérir maintenant, en fait je ne peux plus vivre cette vie-là que j'avais acceptée, à laquelle je m'étais habituée. En rentrant dans ce processus de soins, j'ai compris que oui c'était un trouble, que c'était pas normal, que je souffrais énormément et que fallait le faire. Donc là ça y est, finalement le chemin dans ta tête a fait son idée, qu'il fallait se débarrasser du TOC et que tu prends véritablement le taureau par les cornes. Et en l'occurrence, la clinique apparaît comme la solution. Voilà, c'est ça. Magique presque. Ce qui est tout à l'heure, parce que finalement, il n'y a rien de magique. Après, on va y revenir. Oui. Mais vraiment se dire, c'est bon, c'est ça, quoi. Quand là, je vais le faire et quand je serai sortie, ça ira beaucoup mieux. Ce qui n'est pas faux non plus. Voilà, on y viendra juste après. Et en fait, entre-temps, je suis une sorte de burn-out professionnel, j'ai un gros mal-être par rapport aux troubles obsessionnels compulsifs qui rendent certaines relations sociales et familiales extrêmement compliquées, donc qui me dépriment au plus haut point. Là, je pense que c'est pas la première fois, mais il y a des pensées de mort, des pensées suicidaires qui arrivent à moi. Là, on est dans la période où tu attends ton admission avec quoi? Donc, l'année dernière, à cette période de l'année, d'accord. en février. Et là, j'avais une proche qui était en hôpital psychiatrique pour une autre raison. Donc, ça m'avait permis aussi de démystifier un peu la prise de médicaments, la prise en charge psychiatrique. Je me suis dit, pourquoi pas moi en fait à ce moment-là, pourquoi pas l'hôpital, mais je me dis non, moi c'est Lyon, moi c'est
l'expertise, c'est quelque chose de renommé, je ne vais pas aller dans le public, je ne vais pas aller quelque part où on n'est pas expert, etc. D'autant que là, en l'occurrence, ils sont experts. Ils sont experts. Et je ne me voyais pas aller ailleurs, je ne me voyais pas... un peu, je faisais une différence entre les autres malades et moi. En plus, il y avait un élitisme de maladie. Moi, c'est différent. C'est bête, je pense que c'est pour se rassurer, mais en tout cas, ça s'est avéré être faux parce que je me suis rendue aux urgences psychiatriques où j'ai vraiment fondu en larmes. Toute ma souffrance, elle est sortie et j'ai été très bien accueillie par une psychiatre du 448 à Aix-en-Provence qui en fait a demandé des admissions à ma place dans des cliniques dans la région d'Aix-en-Provence. Cette nuit m'avait tellement tourmentée que j'avais complètement oublié. Et un jour, on m'appelle, on me dit il y a une place dans la clinique. Lyon-Lumière. Non, les demandes. D'accord, dans les fameux établissements. Voilà, c'est ça. Parce que Lyon-Lumière, ça devait venir à peu près en mai. Et là, on était en février. Ah, donc on parle de plusieurs mois, quoi. Ils t'annoncent plusieurs mois d'attente. Oui. Et en attendant, il faut quand même bien tenir jusque-là. Alors, ils font des visios. Maintenant, on a à peu près une fois par mois, on voit un thérapeute en de Lyon-Lumière pour faire un peu cette transition, pour pas que la personne qui demande l'admission soit seule, je pense. Donc, il y a un petit début de thérapie. On commence à aborder les premiers points qu'on abordera plus tard en clinique. Et donc là, je dis ok, c'est vrai, ça va pas, j'ai besoin de repos, mais bon, je vais rester quoi, 1 semaine, 2 semaines dans cet hôpital-là, donc du privé, mais moi j'appelle ça quand même un hôpital psychiatrique. Il y a des soins. À Aix, du coup. À Aix-en-Provence, voilà. Et en fait, je reste 2 mois. Parce que là-bas, en fait, je prends du temps pour moi. Il y a des thérapeutes qui prennent du temps avec moi. Et je me rends compte, en fait, ça va pas du tout. Et en fait, dans tout le processus de soins, il y a eu ce déni, cette errance thérapeutique, ce moment où je me rapproche un peu de la vérité, en tout cas du diagnostic, de l'état dans lequel je me trouve, de la souffrance que ça me cause dans mon quotidien. Et à chaque fois, une sorte de « mais non, c'est pas si pire que ça, et tatati, et tatata ». Et là, je me retrouve en hôpital psy, je me dis « bon, ok, là, il faut prendre ça au sérieux. Je fais plus attention à ce qu'on peut dire de moi. Emma, elle a un manque de volonté, Emma, elle est feignante, Emma, elle veut être sous les projecteurs, toutes ces choses ces images que j'avais l'impression qu'on pouvait me renvoyer, et dit ok, je me soigne et j'assume, j'ai un trouble psychologique, même je peux dire je suis malade, et là je vais me guérir en fait. Et là c'est ma priorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ta prise de conscience a eu plusieurs étapes, et qu'il aura fallu finalement ce séjour de 2 mois avant une lumière pour franchir un nouveau cap dans ta volonté de guérir. Quoi. Parce que je suis sortie et j'ai vu que ça allait mieux. On a modifié mon traitement. Mais ils ne traitaient pas le TOC, ils n'étaient pas spécialisés en traitement. Non, ils n'étaient pas spécialisés dans le traitement du TOC. Ceci dit, les médecins étaient au courant de ce que c'était, donc en n'étant pas experts, on avait quand même une relation déjà thérapeutique, d'alliance thérapeutique, où j'en faisais vraiment confiance. Et où on me dit des choses adaptées. Je voyais bien que ce qu'on dit de la TCC, par exemple, moi j'essayais de le mettre en place après dans ma journée et ça marchait. Je voyais bien qu'il y avait une cohérence. Donc je me dis ok, je leur fais confiance, je reste là, je prends soin de moi parce que j'ai le droit, parce qu'en fait c'est légitime. Et ensuite à la sortie je vais mieux. Donc là je suis convaincue en fait. Donc il y a un peu ce moment de charnière, c'est important. Voilà, c'est ça. Où j'ai trop envie d'aller à la clinique, on me dit ah, là, ça va être encore plus incroyable. Donc il y a 2 mois de bascule entre le moment où je vais aller à Lyon et la sortie du premier hôpital psychiatrique. Et donc je vais en hôpital de jour. Parce que je me rends compte que mes progrès sont un peu fébrés, que j'ai quand même un certain isolement social, du fait que j'ai tout le temps bougé, que je me suis toujours réinstallée dans plein d'endroits différents, qu'à chaque fois je suis très déprimée, donc c'est très dur de créer des connexions avec les gens. Donc je me dis au moins là, je me rapproche d'un espace thérapeutique, je fais des activités en attendant. Le jour vient d'aller à Lyon, on me dit c'est bon, il y a une place, vous pouvez venir. Parce qu'il faut savoir qu'ils appellent un jour à l'avance. Il faut être prêt quoi. Ils nous disent dès le début, voilà. On appelle 24 heures à l'avance.
et il faut nous dire si oui ou non vous pouvez rentrer le lendemain. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se désistent, qui baissent dans la liste, parce que forcément on ne peut pas toujours. Ah, moi j'étais prête. Moi j'avais dit tel mois, telle semaine, je fais rien, j'ai rien. J'avais mis la sonnerie de mon téléphone, je l'avais personnalisée pour que je comprenne que c'est la clinique. Je m'étais dit on m'appelle, je réponds, j'y vais. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'y suis allée et là. Troublant quand même de se retrouver en hôpital psychiatrique, même pour la deuxième fois. Je ressens la même chose, mais qu'est-ce que je fais là, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, donc, il y a une prise en charge qui arrive assez tôt, parce que finalement, il y a une équipe dédiée, et c'est plutôt protocolaire. On nous donne un manuel avec qui va nous accompagner durant notre séjour avec plusieurs choses à l'intérieur. Et donc tout le monde commence de la même manière. On introduit les informations de la même manière. On introduit il nous est introduit les questions qu'on doit se poser, aborder au début de la même façon. Est-ce que pour autant c'est personnalisé? Oui, parce qu'on s'adapte quand même, en tout cas moi j'ai trouvé de mon point de vue qu'on s'adaptait quand même à moi, et que dans tous les cas, le processus thérapeutique ne s'enclenche pas comme ça. Souvent on parle de 1, 2 semaines, voire 1 mois parfois, avant que les patients se mettent vraiment dans le processus thérapeutique, c'est-à-dire vraiment le dur, donc les expositions avec prévention de réponse, c'est-à-dire tous les exercices qui nous confrontent à notre angoisse et qui sont au début assez difficiles à gérer. Donc voilà, puis à un moment, comme dit, on rentre dans le dur et là on est confronté à des choses plus ou moins angoissantes. Alors ça se fait petit à petit. Évidemment. Parce que donc, dès le premier jour, je sais pas, quelqu'un qui a un toc de contamination avec la main dans les toilettes, non, faut pas abuser quand même. Donc en fait, on va nous faire nous demander comment ça se passe dans le journée. C'est au tout début ça. Au tout début, voilà. Qu'est-ce qui pose problème au quotidien avec le TOC? Qu'est-ce qui pose problème à la vie type, la journée type? On nous demande aussi de grader, on va dire, hiérarchiser un peu les angoisses qui sont associées avec ces situations et ces actions-là. Mais ça, c'est l'objet d'entretien, parce que quand tu arrives à la clinique, une journée, ça ressemble à quoi? Parce que là, il y a des questions, mais c'est quoi? C'est des entretiens avec alors, tous les jours, il y a un entretien avec le médecin psychiatre. Qui est toujours le même, que tu vas voir Alors, moi, en l'occurrence, il y a eu des remplacements, mais ça s'est très bien passé. Donc, pour moi, c'était... non pas que l'autre médecin n'était pas correct, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif qui s'est passé avec la personne remplaçante, donc c'est très bien, mais je comprends pour d'autres personnes, ça peut aussi être une cassure un peu dans le soin, je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est très bien passé. Alors ça dépend, il y a des médecins qu'on voit tous les jours, il y a des médecins qu'on voit... Ça dépend, il y a des médecins qui choisissent qu'on les voit une fois tous les 2 jours, mais qui nous donnent 1 heure de temps. Et des médecins qui me voient tous les jours, et c'est plus de 10-15 minutes. Ça change un peu de méthode. Il y a quand même un côté où on est assez en autonomie, on en parle, mais après on ne tient pas par la main. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre ce manuel, et de prendre la page et d'écrire, quoi. Et après de revenir la semaine suivante, parce qu'il y a des tours thérapeutiques, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on voit toute l'équipe. C'est-à-dire, il y a un psychologue, en tout cas un psychologue, il y a le psychiatre, il y a une aide-soignante, une infirmière référente, des personnes avec qui on a des rendez-vous personnalisés la semaine qui nous aident à faire des exercices. Il y a quand même une équipe. Mais du coup, il y a une fois, régulièrement, tu vois toute l'équipe, mais c'est des gens que tu vois le reste de la semaine, mais là tu les vois tous en même temps. Exactement, c'est un peu le point, quoi, où on en est, voilà. Je sais plus où on était, voilà. Et donc, à chaque tour, on doit aussi un peu s'expliquer de où on en est, on fait le bilan. Alors si on n'a pas rempli les feuilles, c'est très protocolaire, ça peut paraître bête, mais finalement, c'est que c'est important. De poser ces questions-là. Ça responsabilise en fait beaucoup le patient. Dans ce que en fait, tu dis, c'est pas on te prend en charge, on te tient par la main. C'est le travail. C'est d'ailleurs c'est vrai de la TCC de manière générale, c'est que c'est le malade qui est l'acteur actif de son rétablissement. Et là, ce que même avec l'ordinaire,
finalement, si tu ne fais pas les efforts, ben, tu n'avanceras pas, c'est ça? Mais surtout à l'UNIMER, enfin, on n'a pas fait d'autres, mais en tout cas, c'est le discours qui est très clair, c'est-à-dire que ici, vous êtes accompagné, vous êtes entouré, il y a énormément de choses, en tout cas à disposition, qui sont parfaitement cohérentes avec l'état dans lequel vous vous trouvez. On est expert, on a soigné plein de gens avant vous, donc vous êtes au bon endroit. Maintenant, est-ce que vous saisissez de ces choses-là ou pas? Et c'est vrai qu'on voit, il y a des personnes qui entament le processus de soins plus ou moins tôt, qui vont rester plus ou moins longtemps, parce qu'on est tous uniques, on vit tous différemment le fait d'être en clinique, le fait de nous confronter à nos angoisses, etc. Et tu vois les autres personnes qui sont là pour les mêmes raisons, les autres patients en TOC, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées pour que tu les rencontres? Il y a des sessions de groupe en fait, des sessions de psychoéducation en groupe. Et c'est un peu marrant, entre guillemets, c'est pas hilarant, mais c'est un peu surprenant. Il y a une aile dans l'hôpital où il y a beaucoup des patients TOC, donc on appelle ça l'aile TOC. Et donc, on sait que nos voisins de chambre, sont comme nous. Tu as des contacts fréquents, parce que d'ailleurs, tu es dans une chambre toute seule, c'est-à-dire, et le reste, quand tu n'es pas avec les médecins, tu as le droit de te promener librement, il y a des activités tu peux faire. Des activités thérapeutiques qui ne sont pas forcément en lien avec le TOC, donc il y a de l'art-thérapie, je ne peux pas tout ce qui est de la musicothérapie, des conférences, du sport, de la méditation, il y a une salle de sport, etc. Donc on peut vraiment être très occupé. C'est ton choix, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, on te conseille en fonction de ton cas d'aller vers ça. Il y a ça, on nous demande, il faut parfois pour s'inscrire à une activité, il faut passer par le médecin qui nous prescrit, on va dire, l'art-thérapie. L'art-thérapie, voilà. Donc, moi, j'ai pas eu de problème parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de contre-indication à ce genre de thérapie, on ne sait jamais. Et en fait, on a déjà aussi beaucoup de rendez-vous avec le thérapeute. On a plusieurs rendez-vous par semaine pour faire des expositions avec prévention et réponse. On peut avoir des rendez-vous avec la psychologue, on a des rendez-vous tous les jours avec le médecin. Il y a le petit déjeuner, le dîner, il y a tous ces moments. Avec les autres patients Oui, avec les autres patients. Alors le petit déjeuner c'est dans la chambre, mais le reste c'est un réfectoire. C'est-à-dire que finalement, la journée est très cadrée. Et on peut décider de rien faire. Il y a vraiment tout à disposition pour s'occuper. Et bien sûr, parfois, on ne fait rien parce qu'on a le droit. On décide de ce qu'on veut faire et que aussi, il faut plus se reposer parfois parce que c'est très intense émotionnellement. Et parmi justement les autres patients qui étaient là pour un TOC, est-ce que tu as constaté que les personnes qui rentraient plus vite dans le jeu thérapeutique, qui faisaient des progrès plus vite, c'est plutôt ceux qui faisaient beaucoup d'activités ou c'est plutôt ceux qui restaient Alors là, je ne me suis pas vraiment rendu compte parce que j'ai pas vraiment créé de lien avec les autres. J'ai des petites difficultés à aller vers les autres en général. Et je me suis un peu pris ça comme excuse pour me dire que je rentrais à fond dans mon processus thérapeutique à moi. Là où ça a pu être une erreur, c'est parce que on a besoin des autres souvent, mine de rien. Je suis une personne qui puisse me comprendre, qui peuvent trouver des bons mots pour nous parler, qui peuvent nous soutenir dans cette expérience quand même assez spéciale. Et bon, c'était pas mon cas. Voilà. Donc oui, on peut savoir, on peut parler à des gens qui nous racontent tout, on peut se faire des meilleurs amis. Oui, bien sûr. C'est pas mon cas, mais c'est possible. Et donc, la semaine est rythmée par des entretiens où tu fais des séances d'exposition. J'imagine dans la TCC, il y a un volet cognitif aussi. Oui. C'est plus avec des psychologues, ça se passe? Avec des psychologues, oui. Aussi avec des séances de psychoéducation. C'est-à-dire, il y a vraiment un assouplissement par la connaissance de cette rigidité. Tu peux expliquer, parce qu'on en parle beaucoup de la psychoéducation, tu peux donner ta définition Ma définition. Ou telle que tu l'as vécue là En fait, on nous transmet des connaissances assez techniques sur le trouble par lequel on est concerné, qu'on connaît, qui nous fait souffrir souvent. Et ça nous permet vraiment de prendre du recul avec nos croyances, avec ce trouble qui fait presque partie de nous. Ça permet de nous dissocier, parfois même on dit de créer un personnage, créer une entité à l'image de ce trouble-là, pour vraiment faire une différence entre soi et ce trouble, et de se rendre compte en fait de toutes les implications chimiques. C'est-à-dire vraiment, on dit dans le cerveau, il se passe ci, il se passe ça. Donc on dit ok, en fait je suis pas fou.
En fait, il y a vraiment des choses dans le crâne, chimiquement, ça tourne pas rond, quoi. Ouais. Ça fonctionne pas comme le cerveau de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas que le seul sujet qu'on aborde. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment Oui, c'est prendre de la distance par rapport finalement au TOC. Exactement. C'est ça. Et dans ton cas, du coup, là, on comprend bien finalement comment sont rythmées les journées, les progrès. Toi, tu es rentré vite dans le processus thérapeutique. Moi, là, je suis rentrée un peu trop vite. Moi, j'en voulais vraiment, je sors de là, j'ai plus aucun TOC. Moi, ça va être différent des autres et tout. Et bon, en fait, faut pas trop se sensibiliser aussi, quoi. C'est l'importance de prendre le temps, d'être bienveillant avec soi-même. C'est pas obligatoire de s'exposer 15 fois par jour, de faire des expressions super difficiles dès le début pour se prouver. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Du coup, c'était très dur en fait. Au départ, parce que tu as mis la barre très haut, très vite. Exactement. Et alors justement, puisqu'on parle de TCC, de phobie d'impulsion, avec des TOC qui sont mentaux, comment ça se travaille concrètement? C'était des expositions, parce que c'est vrai que pour la contamination, les vérifications, on visualise peut-être mieux, mais dans le cas de rumination, comment est-ce qu'on travaille en TCC? Alors, dans n'importe quel TCC, je pense que, en tout cas pour la partie comportementale, là où on va se concentrer, on va changer le comportement lié à la compulsion. Parce qu'on ne peut pas changer une pensée, on ne peut pas changer une émotion que ça nous fait ressentir. Par contre, il y a vraiment cette fenêtre qui paraît très petite, surtout quand c'est cognitif, parce que c'est tellement automatique et tellement vif, on se dit en fait, je ne peux pas avoir de prise dessus. C'est un réflexe. Exact. Et c'est un réflexe parce que ce qu'on apprend en psychoéducation, c'est que c'est lié à la partie du cerveau qui gère la mémoire, les automatismes, etc. Mais c'est vraiment la seule fenêtre, une des rares fenêtres qu'on a dans ce processus très automatisé pour faire changer les choses. Donc là où on dira peut-être à quelqu'un ne te lave pas les mains, ou il faut que tu te laves les mains plus tard, ou essaye de faire telle ou telle chose. Alors je ne sais pas exactement, c'est comme exercice pour les personnes qui ont une tête de contamination. C'est ça. Voilà, c'est ça, on peut imaginer. D'ailleurs, j'ai un peu un tête de contamination, donc je dis ça, mais en fait je vois très bien ce qu'on peut faire, c'est juste que c'est pas ce que j'ai traité là-bas. Du coup, voilà. Et je vais pas donner des informations fausses du coup, sur ce qu'on nous dit de faire là-bas. Et du coup, sur le côté compulsion cognitive, ça va être repérer en amont toutes ces petites choses qui nous paraissent très furtives, très automatiques avec la psychoéducation. C'est quoi la rumination? C'est quoi de la réassurance? C'est quoi la pensée intrusive? C'est quoi la pensée automatique? C'est-à-dire qu'on apprend vraiment le fonctionnement pour décortiquer et pour apprendre à identifier, pour mieux cibler et donc pour avoir le comportement adapté. Donc contre la rumination, ça peut être se dire des phrases thérapeutiques. C'est-à-dire au lieu de se rassurer et de se dire mais non, c'est pas ça, mais non, t'es pas une personne horrible, t'inquiète pas. On se dit d'accord, c'est le TOC. C'est un dysfonctionnement chimique. On nous fait toujours revenir à la réalité de ce que c'est chimiquement et de ne pas en fait rentrer dans le doute et discuter avec le doute. C'est rejeter le TOC et pas discuter avec lui, négocier avec lui. Exactement, c'est-à-dire ok, t'es là, on nous dit même de l'imaginer, donc moi maintenant il a une forme, il a un nom, c'est un personnage de dessin animé, donc on voit très bien à quoi il ressemble, je l'imagine là, et parfois je lui parle. Ça m'a pris du temps à faire ça, ça fait que très récemment, alors qu'on en a parlé il y a longtemps. Mais je le vois là, je lui dis ok, t'as quoi d'autre à me dire? C'est tout? Ok, ouais, bon, comme d'habitude, on passe à autre chose. Et donc c'est ce recul, ce lâcher prise, on dit se laisser couler. C'est ça qu'on t'a appris. Voilà, c'est des techniques plutôt des attitudes, pas des actions physiques, mais des attitudes par rapport à. Ça a changé ta position, ton regard. Exactement. C'est intéressant. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être plein de choses, ça peut être de la provocation, c'est-à-dire que dans le livre, on a aussi, dans le livret, on a une page qui s'appelle Plan de lutte anti-TOC, où sont listées un peu toutes les techniques. Après, c'est à nous de prendre celle qui nous correspond le mieux, c'est ça. Alors, le temps passe, je ne veux pas que tu rates ton train, Merci. je vais accélérer un petit peu. Au total, ton séjour a duré combien de temps et qui décide que c'est bon, qu'on peut partir? Je pense avec les thérapeutes, on en parle. Moi, j'ai décidé de partir parce que j'avais l'impression d'avoir acquis toutes les techniques dont j'avais besoin
pour sortir et être autonome. Alors c'était un peu risqué parce que du coup c'était 5 ou 6 semaines, je sais plus. Là où la moyenne c'est 2 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vraiment j'ai fait barrage. On m'a pas dit que j'étais pas prête, mais on m'a pas non plus dit tout est bon. Enfin, comment dire. Et donc c'est toi qui as exprimé au cours d'un point que voilà, tu penses que c'est le moment de sortir, les médecins se prononcent et après c'est toi qui prends la décision. Les médecins se prononcent, mais on donne sa décision. On est quand même. Ils vont pas te retenir. Les droits humains sont respectés, enfin les libertés individuelles sont respectées normalement, et le fait d'avoir de choisir d'aller et venir, etc. Personne ne peut nous retenir, sinon c'est de la séquestration. Donc si on veut partir, on part en fait. Il n'y a pas de souci. J'ai 3 autres questions. Oui. La première, c'est une question qui est importante, c'est la prise en charge financière. Oui. Parce que tu rentres, tu ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Oui. Ça coûte combien? Est-ce que c'est à peu près, parce que je n'ai pas forcément dit, est-ce que c'est remboursé? Comment comment toi tu as géré ça? Ok. C'est pas remboursé par l'assurance maladie, parce que c'est une clinique privée, ou alors vraiment rien du tout en tout cas. Ça dépend du coût de la chambre, mais alors moi je crois que la mienne par nuit, elle coûtait, je pense de dire des bêtises, 150, 160, quelque chose comme ça. Par nuit. Par nuit, donc fois 60 pour le minimum de 2 mois, sinon il y a plein de gens qui restent plus longtemps. Ça fait une sacrée somme. Donc après, il y a les mutuelles qui permettent de rembourser une partie ou la totalité. Donc ça va vraiment dépendre du statut de la personne et de la mutuelle qu'on a. Je sais que moi, étant à la recherche d'un emploi, étant jeune, j'ai pas pu avoir une mutuelle avec une prise en charge très élevée, donc il y a eu un reste à charge. Et là, j'ai eu l'immense chance et privilège d'avoir l'aide de certaines personnes de ma famille qui ont pu se cotiser pour me permettre de payer ces charges. Et en même temps, tout le monde ne peut pas le faire. Et en même temps, moi, en même temps, non, parce que tout le monde ne peut pas le faire pour moi en fait. Et je voulais juste exprimer à quel point ça a été bénéfique. C'était ma question d'après. Après, j'aurais une dernière question, c'est finalement, tu sors de Lyon Lumière, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que t'es sorti, tu n'avais plus aucun toc? Comment c'est? Non. Il y a la peur d'avoir été dans l'évitement. Moi, mes peurs, elles ne sont pas arrêtées du tout. Et d'ailleurs, il est très clair quand on sort qu'on n'est pas guéri. On est encore dans un processus de guérison, de rétablissement. Et c'est encore à nous, et toujours à nous, et on va que de notre volonté et de nos actions de continuer à guérir et de continuer à s'entraîner. Et bien sûr d'avoir un suivi thérapeutique si c'est possible. La différence, c'est que tu as les armes, c'est que pendant 1 mois et demi, tu as gagné des outils, tu as gagné des armes. Et est-ce que, du coup, à partir du moment où tu sors, tu n'as plus jamais aucun contact avec les thérapeutes qui te suivaient, ou tu as quand même une sorte de service après-vente? Exactement. Il y a un suivi, je crois, pendant 3 séances. Je dis peut-être des bêtises, mais ça s'espace de plus en plus. Au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, et au bout de 4 mois, quelque chose comme ça. Moi, en l'occurrence, le psychiatre qui m'a suivi à Lyon, c'est encore mon psychiatre. D'accord. Donc voilà, j'ai choisi de rester avec quelqu'un qui m'avait suivi, qui avait vraiment connu. En qui tu as confiance. En qui j'ai confiance, voilà. C'est pas obligatoire. D'accord. Voilà. J'ai une dernière question, après je te libère. Et aujourd'hui, alors que c'était l'année dernière. Ouais, il n'y avait pas 1 an. Je suis très fière de moi. D'avoir fait ce choix pour moi. Je sens que j'ai vraiment dit à un moment stop, c'est moi qui décide, peu importe la vie des gens, peu importe la vie de la société. Ouais, je suis malade. Là, à ce moment-là de ma vie, je suis malade. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis malade parce que je vais mieux, et donc j'ai envie de dire que c'est qu'un trouble entre guillemets, parce que ça peut se guérir d'une certaine manière. Je sais qu'il y a des personnes très positives qui disent on peut vraiment se rétablir à 100%. Et bon, il faut être aussi, je pense, je sais pas. Je sais pas non plus. Qu'il faut être assez, je sais plus, mais lucide. Ouais. Il faut être assez lucide
pour dire c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas décourageant en fait. Alors moi, on m'aurait dit ça à ma clinique, j'aurais été super, je sais pas si c'est bien de le dire, ça aurait été super délicat pour moi, j'aurais dit bah, attends, pourquoi faire tout ça? Et parce que vraiment, rien que le fait d'affaiblir cette angoisse, d'affaiblir cette gêne, d'affaiblir les émotions et le rapport très fusionnel qu'on a avec le trouble, c'est déjà extrêmement énorme et très agréable. Et quand on arrive à un degré où la vie est beaucoup moins difficile, on dit bah déjà là, et qu'on est vraiment, qu'on prend le recul par rapport au TOC. Et même quand il y a une sorte de tempête qui passe, parce que parfois ça revient, on sait que ça va passer. Et c'est cet espoir et c'est cette expérience qu'on a acquis qui change tout. Parce qu'on peut se projeter dans l'avenir et se dire, peut-être que ça va revenir, mais ça va repartir. Peut-être que ça va revenir et puis ça va encore plus s'espacer. Donc en fait, il y a encore des moments où je vais encore plus profiter de la vie. Et puis peut-être qu'un jour, on s'autorise à avoir cet espoir parce qu'on sait que c'est possible. Donc ça s'est prouvé. Maintenant, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience et ça s'en va pas. C'est-à-dire que c'est impossible de sortir de ce processus thérapeutique et de tout oublier. Et de tout recommencer. Il y a un moment où on peut se laisser flancher, où on peut dire bah, c'est encore trop dur pour moi. En tous les cas, c'est possible de ne pas le faire. Vraiment, on n'oublie pas ce qu'on a appris. Donc, on a les outils, on a peut-être sa volonté, on a peut-être plein de choses, des gens qui nous aident, un suivi psy, etc., notre famille, peu importe, nos proches. En tout cas, c'est vraiment possible. Et c'est ça le message d'espoir que j'ai donné, parce que même encore hier, j'étais super tourmentée, mon toc qui m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, et je suis fière d'aujourd'hui, je vais mieux qu'hier, je ne suis pas rentrée dans le gouffre, et là je peux dire, je suis fière de moi, ça va mieux, c'est possible. Donc rien que ça, en fait, de voir la différence avec avant, c'est un plaisir, vraiment. Vraiment, c'est la dernière question rituelle. Si tu as un message à faire passer aux personnes qui pourra être dans le cas où tu étais il y a 10 ans, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? C'est avec un message. Évidemment, là, dans ton témoignage, il y a plein de messages à retenir, mais un en particulier. D'aller vers ce processus de soin. Ça ne veut pas dire aller tout de suite à l'en-lumière, faire de la TCC tous les semaines. Je précise, il ne s'agit pas d'en faire la promotion de la publicité, c'était de revenir sur ton parcours, qui en l'occurrence s'est bien passé. Nous, on voit en groupe de parole à l'AFTOC parfois des cas où ça s'est mal passé, mais voilà, donc le message c'est d'aller. Et de voir comment être pris en charge et avoir ces connaissances qui nous sont transmises et ces expériences. Donc la connaissance et l'expérience, je dirais que c'est ça qui guérit. Après la connaissance et l'expérience, on peut la trouver bien sûr dans d'autres endroits. Moi j'ai choisi d'y aller franco, mais c'est pas forcément facile et je pense qu'il y a des gens peut-être à qui ça correspond pas du tout. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Et la question c'était le message que je vais faire passer. Voilà. Aller vers. Ne pas se laisser abattre parce que on a vu quelqu'un qui n'était pas un thérapeute qui n'était pas fait pour nous, avec qui ça ne marchait pas. C'est vraiment se dire j'entre dans un processus, je dévie un peu de ma route et c'est un chemin. Il n'y a rien de magique. Donc tant mieux s'il y a un truc qui fonctionne du premier coup. C'est possible, c'est même très fort probable qu'il n'y ait rien de magique et que ça ne marche pas du premier coup, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est en faisant qu'on y arrive en fait. Je sais plus du tout, c'est super cliché, mais je crois que c'était la Française des Jeux qui disait 100% des gagnants ont joué. C'est exactement pareil. On ne peut pas espérer des résultats si on ne s'implique pas parce que c'est un trouble. C'est chimique. Donc si on le prend en charge d'une autre manière, ça ne va pas marcher. C'est obligatoire en fait. Donc faut se mettre devant. Faut prendre le taureau par les cornes. Exactement, faut oser, c'est possible, vraiment. Écoute, merci pour ce message d'espoir qui j'espère donnera le courage, c'est du courage aux personnes de commencer la démarche. Et puis je pense qu'on a fini à peu près à l'heure, donc tu vas pouvoir avoir ton train pile à 2 minutes près. Et merci beaucoup Emma, c'était un plaisir. Et je pense que c'est un témoignage inspirant et j'avais été très marqué quand on s'était rencontrés. Je le suis encore plus après avoir fait ça. Merci beaucoup.